Allô, allô. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venu écouter ma conférence. Alors, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour en apprendre davantage sur les mystères du Parlement. Peut-être même souhaitez-vous, comme moi, vous lancer dans la grande aventure du plaidoyer politique pour faire triompher le logiciel libre dans l'arène parlementaire et aller à la rencontre de ces créatures fascinantes que sont les députés et les sénateurs, sénatrices. Peut-être, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui avaient écouté ma conf l'année dernière, je l'avais déjà présentée au Capitole du Libre. Est-ce qu'il y a des personnes dont c'est le cas ici? Ok, bon, bah, tant mieux, comme ça il n'y aura pas de redites pour vous. Et par rapport à l'année dernière, j'ai pris un temps plus long et puis surtout j'ai pris le temps de voir avec l'organisation, merci à LE, pour pouvoir diffuser une vidéo à la fin avec du son, parce que c'est toujours quand même préférable. En tout cas, merci d'être venu écouter ma conversation. Donc, sobrement intitulée Députés, attrapez-les tous. Je remercie ma compagne pour cette belle titraille faite à la main. On commence tout juste. Alors l'objectif est bien sûr figuratif, il ne s'agit pas littéralement d'aller attraper des parlementaires, de les enfermer dans des petits cages portatifs pour les faire affronter les uns les unes les autres, ce serait cruel et sans doute illégal aussi. Non, mon propos il va être bien sûr figuratif. Voilà, moi ça va faire bientôt 10 ans que j'ai la fierté d'occuper le poste de chargé de mission affaires publiques pour l'April. En gros, je fais du plaidoyer politique pour l'association. Est-ce que tout le monde connaît l'April ici? Ok, super, n'hésite pas à lever la main, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de prétention particulière. Donc voilà, mon propos sera de partager avec vous, après mon expérience, des tuyaux sur comment identifier des parlementaires, comment les approcher, comment les convaincre, comment les aider à monter en niveau et à évoluer sur les enjeux du logiciel libre pour in fine les pousser à agir pour le logiciel libre. Alors j'ai parlé des députés pour faciliter le propos, mais c'est quand même très largement transposable à la question, aux sénateurs, sénatrices et ce qui se passe au Sénat. Alors la première question, c'est sans doute de savoir qui sont les députés. Alors de manière générale, je vais vous proposer, pour synthétiser, je vais les répartir en 4 catégories, et puis pour bien visualiser, je vais les répartir en 4 couleurs. Donc on va par exemple avoir les députés de type rouge. Les députés de type rouge, en général, ont une attache particulière à la notion de service public, aux libertés fondamentales, ça va leur parler, une certaine vision, une certaine conception de la souveraineté, plutôt dans un axe en général de souveraineté populaire, on va dire. À côté, on va aussi avoir les députés de type vert, c'est souvent le groupe où on trouve la plus grande proportion de sensibilité au logiciel libre. Puis à la défense de ce qu'on appelle un peu les communs, les choses communes qu'on partage, voilà, des ressources communes, qui soient immatérielles ou matérielles. Bien sûr, avec une affinité particulière, vous vous en doutez, sur les sujets d'obsolescence, de réemploi et plus généralement de ce qu'on pourrait qualifier un numérique plus durable. De l'autre côté, on peut peut-être caractériser les députés de type jaune, qui sont très attachés à la notion LE, à la notion d'innovation. Ils aiment bien les startups, la liberté d'entreprendre. Ils sont apolitiques, paraît-il. Souvent, ils se présentent ainsi. Les députés de type bleu, de leur côté, aiment bien la notion de souveraineté, peut-être plus dans une approche, on va dire, territoriale. Ils défendent l'emploi et les petites entreprises. Ils ont ça, bien sûr, à cœur. On voit, voilà, les rouges et les verts, je pense avoir une affinité entre eux, les bleus et les jaunes aussi, une certaine affinité. Alors, bien sûr, c'est des catégories très générales. Par exemple, si les rouges vont aller du rouge écarlate au rose pâle, les bleus, ça va aller du bleu clair jusqu'au brun, par exemple. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose, voilà, il y a de la nuance, bien sûr. Et pourquoi est-ce que c'est utile de connaître aussi, de connaître ces types de députés, de connaître ces différents types de députés, parce que ça va aussi déterminer la manière dont on les approche, la manière dont on va échanger avec elle et eux. On va adapter le discours aussi à l'objet qu'on veut défendre à un moment particulier, mais les mots bien sûr ont un sens. Par exemple, si je vous dis citoyen, citoyenne, utilisateur, utilisatrice ou consommateur, consommatrice, vous voyez, je véhicule quand même une idéologie, un imaginaire différent. Et donc en fonction d'à qui on s'adresse et du sujet qu'on adresse, on va adapter son discours. Et puis si on est amené à les rencontrer, un député de type bleu sera peut-être sensible au fait qu'on porte une veste. Alors c'est pas seulement pour lui faire plaisir, mais ça va aussi jouer sur la qualité d'attention et de réception de ce qu'on va lui dire. Donc ça joue là où peut-être des députés de type vert ou rouge pourront apprécier pour certains et certaines un beau t-shirt associatif avec un message politique. Voilà. Donc on doit toujours aussi s'adapter à la personne avec laquelle qu'on souhaite convaincre, bien sûr.
Alors, il faut savoir que les députés aiment vivre en groupe. Ce pas des créatures solitaires, elles aiment vivre en groupe, et idéalement en groupe de 15. Parce qu'à partir du moment où ils sont regroupés, où ils ou elles sont regroupés en groupe de 15, ils vont débloquer des capacités supplémentaires au sein de leur chambre parlementaire. Ces capacités, ça va être du temps d'intervention supplémentaire, plus grande capacité, facilité à proposer des propositions de loi, justement, des commissions d'enquête. C'est des notions sur lesquelles je vais revenir ensuite. Mais voilà, ça leur donne plus de force, plus d'impact plus de pouvoir au sein de leur arène législative. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a, alors j'aurais pu en vérifier, j'ai vérifié il y a quelques mois, mais ça change parfois, mais sauf erreur, il y a 11 groupes politiques en ce moment, plus ce qu'on appelle les non-inscrits, les pauvres, qui sont voilà, hors groupe parlementaire. On peut aussi savoir sur les groupes, alors on entend parler de la majorité, les groupes d'opposition. En fait, c'est simple, un groupe politique peut s'identifier, peut dire « moi, je fais partie de l'opposition ». Quand on fait les groupes, en tant que groupe d'opposition, ils ont certaines prérogatives particulières et l'usage leur donne aussi certains postes clés. Par exemple, la présidence de la commission des finances, et c'est un des coutumes les plus connues de ce point de vue-là, revient à l'opposition. Et c'est un poste assez important au sein de l'Assemblée nationale. Donc on a les groupes d'opposition. Ensuite, il y a le groupe majoritaire qui ne s'est pas déclaré de l'opposition, c'est la majorité. Et les groupes minoritaires sont les groupes de taille numériquement inférieure, mais qui ne se sont pas déclarés de l'opposition, et elles aussi vont avoir certaines prérogatives. Voilà. C'était un peu pour expliquer ça. Et puisqu'on parle aussi de groupe, et ça c'est un aspect qu'il faut avoir en tête, un ou une députée, c'est pas en fait une seule personne, c'est une équipe. Et souvent, quand on va échanger avec ces personnes-là, on va beaucoup plus souvent être amené à échanger avec ce qu'on appelle leurs collaborateurs ou collaboratrices. C'est tout à fait normal. C'est pas un manque de respect de dire je vous délègue à mon assistant ou à mon assistante. C'est voilà, les collaborateurs et collaboratrices ont une expertise particulière sur différents domaines. Et c'est normal de s'adresser à elle et eux. Alors voilà, maintenant qu'on a une meilleure vision de ce qu'est un député, la question, ça va être effectivement comment les approcher, comment entamer ce premier contact. Alors bien sûr, il y a un index des députés disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il se présente comme ça, on pourrait parler presque d'un député d'ex, mais il ne nous dit pas grand-chose. Alors on peut fouiller pour un député ou une députée en particulier, mais il ne nous dit pas grand-chose du lien de cette personne, de cette équipe à l'informatique en général et au logiciel libre en particulier. Et nous, ce qu'on veut, c'est identifier celles et ceux qui vont pouvoir relayer nos propositions et même se saisir de nos sujets. Alors, on peut tout simplement leur demander. C'est ce qu'il y a de plus simple, quelque part. Donc nous, c'est une initiative qu'on a lancée en 2007, je crois, pour la première fois. L'idée, c'est, pendant la période électorale, de contacter les candidats et les candidates, leur proposer de signer un pacte par lequel elles s'engagent, alors c'est un pacte qui se veut assez simple, mais qui s'engage à prendre en compte les questions de logiciel libre, à défendre une priorité au logiciel libre dans les administrations. C'est à la fois une manière de signifier leur engagement et de créer un lien aussi au niveau local entre les militants libristes qui peuvent s'identifier comme relais d'information. Et voilà. Donc bon, alors, vous n'aurez pas échappé que la dernière élection législative était dans un contexte temporel assez restreint, donc on n'a pas pu faire cette campagne à ce moment-là, mais de 2022, je crois qu'il y a une dizaine de députés qui siègent encore et qui avaient signé le pacte, en 2022. Donc c'est une manière, bien sûr, d'identifier de manière assez directe qui est prêt à défendre un tant soit peu le logiciel libre. On peut aussi, en faisant un travail de veille, avoir une forme d'approche plus ciblée, parce que on va, si vous voulez, en observant au quotidien les députés vaquer leurs occupations de députés au sein de l'Assemblée, on va pouvoir identifier, en les regardant, celles et ceux qui seront peut-être prêts à défendre et en tout cas à s'engager pour le logiciel libre. Alors, par exemple, je vais évoquer certains types d'actions sur lesquelles j'entrerai un peu plus en détail après. Par exemple, les questions au gouvernement. Donc, les députés peuvent poser des questions au gouvernement. Et certains députés, parfois, posent une question où il est question, si ce n'est d'informatique, peut-être même de logiciel, enfin, si ce n'est de logiciel libre d'informatique, d'une manière qui lui tient, cette personne-là a une notion, une approche des enjeux, en tout cas, elle s'y intéresse. Je vais citer, par exemple, une sénatrice, cette fois-ci, de type bleu, qu'on ne connaissait pas forcément avant et qui avait posé il y a quelques années une question écrite sur l'open bar Microsoft Défense. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce... Alors ça remonte un peu.
En somme, alors comme d'autres ministères, mais la défense était particulier, notamment par l'opacité qui entourait ça, il y a un grand accord cadre qui fait que le ministère peut très facilement et sans refaire d'appel d'offres accéder à toutes les solutions Microsoft. Donc c'est une manière d'entretenir sa dépendance à Microsoft. Alors ça a un peu évolué d'un point de vue juridique, mais le principe est toujours là. Et bien sûr, si c'est très facile et qu'il n'y a pas besoin de se reposer la question des besoins, ils entretiennent leur dépendance et leur dépendance à Microsoft. Et donc cette sénatrice, nous ça faisait quelques années qu'on était engagés là-dessus, on voit cette sénatrice poser une question en rapport à ce sujet, elle vraiment dans une perspective de souveraineté numérique, à une époque où d'ailleurs le sujet n'était pas très à la mode, c'est vrai que maintenant on entend beaucoup parler de souveraineté numérique. Et donc, nous, on l'a contactée, on a échangé, puis on a pu mener d'autres actions avec elle et d'autres échanges. Donc, c'est une manière d'identifier des parlementaires susceptibles, dont on pourrait être susceptible de travailler avec. On peut aussi observer des députés qui vont produire ou moins participer à des missions d'information, même produire des rapports en lien avec nos sujets. Je vais citer une députée de type jaune cette fois, qui était rapporteur, celle qui conduit les travaux, rapporteur d'un rapport sur la cybersécurité en gros, et là-dedans elle parlait du piège Microsoft et elle expliquait, ce rapport précisait qu'il y avait une situation, on pouvait tomber dans le piège d'une politique tarifaire de Microsoft et se retrouver dépendant. On trouvait ça le propos intéressant, et c'est là où on a pu échanger un petit peu avec elle. Alors cette députée s'appelle Anne Le Hénan. Est-ce que ce nom vous est familier? Elle n'est pas particulièrement connue, mais elle vient d'être nommée ministre du numérique. Alors on ne sait pas pendant combien de temps, ce sera la surprise peut-être, mais en tout cas on a donc une ministre du numérique qui à un moment donné a écrit dans un rapport qui avait une problématique d'un piège Microsoft. Et donc c'est intéressant, on verra ce que ça peut produire en effet, mais c'est intéressant bien sûr. On peut aussi parfois être amené, nous, à être sollicité pour partager une expertise au sein de ces missions d'information. Donc moi, en 2017, j'avais eu l'honneur de présenter l'April pour une audition sur la souveraineté numérique. Un des sénateurs, c'est encore aussi un des sénateurs de Truc Rouge, M. Ouzoulias, faisait partie un petit peu des membres de cette commission. Et il est venu me voir à la fin pour échanger. En fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était aussi les questions de durabilité. Et donc, d'un fil en aiguille, on a échangé et en fait on a travaillé avec lui pour proposer les amendements dans le cadre d'un projet de loi qui n'avait rien à voir avec la souveraineté numérique, qui était la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire. Et avec lui et puis d'autres députés qu'on avait réussi à contacter, il a porté des amendements favorables à une meilleure prise en compte du logiciel libre sur le sujet de l'économie circulaire et d'un numérique plus durable. Parfois, des députés vont aussi poser simplement d'eux-mêmes un amendement. On n'a pas forcément discuté avec elle. On va voir un amendement arriver qui défend. C'était le cas d'un groupe de Verts qui, dans le cadre du loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique, qui était le dernier gros projet de loi sur nos sujets, on va dire. Ils ont posé un amendement. Alors, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce projet de loi, mais il avait vocation, à imposer un système de vérification d'âge. Et donc, ces députés avaient proposé un amendement pour exiger que ces systèmes de vérification d'âge soient publiés dans des formats ouverts, librement réutilisables. Alors ça, on voit ça, nous on est contents. On se dit, c'est des personnes qui se défendent. Donc ils étaient verts, voilà, c'est pas rare que des députés verts puissent s'engager là-dessus. Donc voilà, on a pu travailler, échanger, et là clairement ça identifie des députés susceptibles par la suite de défendre et d'être intéressés par nos positions. Et je vais revenir on reviendra un peu plus tard sur cet amendement. Et puis parfois c'est même des députés qui vont nous contacter. Il y a pas quelques mois on a été contacté par un député rouge qui, alors lui il réfléchit, c'est encore un projet qui réfléchissent, il y a un état d'ébauche, mais à une proposition de loi sur le numérique libre. Alors il a été réfléchi à ce qu'il mettait dedans, et c'est pour ça qu'on a échangé avec lui. Donc là, clairement, et donc on a découvert d'ailleurs, parce qu'on connaissait, quand on regarde les débats parlementaires, on finit par en identifier, mais on a appris que c'était en fait un informaticien dans une vie antérieure, qu'il était vraiment très attaché aux notions de logiciel libre. Parfois, donc ça c'est quand on est ciblé, c'est-à-dire qu'on a vu quelqu'un qui a pris, donc on cible spécifiquement un ou une députée pour engager le contact. Parfois, on peut appliquer une méthode que je qualifierais de méthode au chalut, on y va beaucoup plus large, ça peut être sur un sujet précis, mais là on contacte large. C'est une manière de contacter. Alors moi je sais que j'avais fait ça sur une loi réduction de l'empreinte écologique du numérique, c'était en 2021. Donc j'avais proposé un amendement visant, alors j'ai un blanc,
En gros, visant une meilleure reconnaissance du logiciel libre dans ce domaine, je crois que c'était sur l'indice, ce qui s'appelait l'indice de durabilité à l'époque, pour que le logiciel libre soit un vecteur plus important, prenne plus de considération dans la notation. Et un député que je ne connaissais pas m'a recontacté et a repris et a défendu cette proposition, alors qu'elle n'était pas tout à fait passée, mais voilà, donc j'ai pu l'identifier à ce moment-là. Et puis c'est pas seulement une stratégie de contact, ça c'est intéressant aussi quand on fait un petit peu cette méthode contact large, c'est aussi parfois une manière de secouer un petit peu l'arbre, d'être poil à gratter. Sur un projet de loi sur le contrôle parental, qui donc avait vocation à imposer la présence d'un contrôle parental, nous on a identifié une crainte, c'était que le fait que ça oblige d'avoir un contrôle parental pourrait, par effet de bord, interdire la vente d'ordinateurs sans système d'exploitation, parce que pas de système d'exploitation, pas de système de contrôle parental. Et de toute évidence, c'était pas le but de la loi, donc on a réussi à convaincre. Mais moi, j'avais contacté très large, et j'ai reçu un appel d'un membre de l'équipe administrative, on va dire, de l'Assemblée, qui aide les députés à rédiger de point de vue ce qu'on dit légistique, légal, précis, voilà, bien mettre la virgule, bien citer les bons articles, qu'il n'y ait pas d'opposition, de contradiction avec un article de loi antérieur, donc ça c'est un travail important, et qui m'appelle et qui me dit, écoutez, voilà, j'ai des sons de cloche de toutes parts, tout le monde s'inquiète de ça, alors selon lui il n'y avait pas de problème, on a échangé, on dit voilà, il y avait un flou juridique, et finalement, on a obtenu que ce soit explicitement mis qu'il n'y avait pas les systèmes U. Ça, c'est une manière aussi de défendre la liberté informatique d'un point de vue plaidoyer, d'avoir un peu cette vigie, parce qu'il peut y avoir des effets de bord non indésirables de fait, mais pas forcément même voulus par les personnes qui ont porté la proposition. Donc, une fois qu'on a identifié, trouvé des contacts, il faut soigner la relation. Ça, c'est aussi relayer. On sait qu'un député ou une députée a pris position sur le numérique durable, par exemple. Si on voit des sujets qui sont connexes, on leur propose, on leur recontacte. Regardez, il y a ça qui se passe. Si on les écoute, parce que voilà, moi j'écoute dès qu'il y a un sujet, donc une mission d'information qui traite de mon sujet, j'écoute les débats parce que je trouve ça intéressant, je suis geek de ça, on va dire. Et du coup, voilà, si j'entends peut-être un argument, je vais peut-être pas amener des compléments d'information, je vais dire, allez, regardez, il y a ça qui s'est passé, ou vous avez dit ça, peut-être que réfléchissez. Alors, il ne s'agit pas de leur dire s'ils ont dit Linux, oui, bonjour, attendez, il faut dire que nous Linux. Il ne s'agit pas, ça n'a aucun sens. Nous, en tant qu'April, on a une exigence forte pour nos propres discours, mais on ne s'attend pas, bien sûr, à ce que les députés à ce niveau-là. Par contre, s'ils parlent de vente liée plutôt que de vente forcée, là, il peut y avoir un intérêt. La différence, c'est qu'on achète un ordinateur, on nous impose un logiciel. La différence d'un point de vue juridique, c'est que la vente forcée, ça veut dire que c'est considéré comme illégal, déloyal par nature. Donc si on considère que c'est une vente forcée, par nature, c'est interdit. Pour le moment, c'est plutôt considéré comme de la vente liée, ce dont on se bat, parce que la vente liée, le juge va étudier ça au cas par cas, et donc c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort. Donc ça, par contre, c'est une information utile qu'on peut partager. C'est une manière de rappeler qu'on est là, tout simplement. Voilà. Alors, et je vous évoquais, oui, soigner leur relation, et c'est aussi intéressant, parce que je vous évoquais cette députée devenue ministre. Moi, à l'époque, j'avais travaillé sur un autre sujet, même, on avait d'abord échangé avec une de ses collaboratrices, que j'avais qui m'avait recontacté plus tard, encore sur un autre sujet, et cette collaboratrice est devenue chef de cabinet de la ministre. Donc là, nous, on suit un projet de loi de transposition d'une directive européenne, alors Nice 2, en gros, ça touche à la cybersécurité aussi. Et donc il y a un amendement qui est passé qui nous paraît dangereux parce que ça considère les éditeurs de logiciels sans le définir, donc c'est quand même une notion très très large, comme une entité essentielle à qui pourrait s'imposer des obligations assez lourdes. Donc voilà, on essaie de dire que en fait c'est peut-être pas pertinent, surtout qu'il y a d'autres catégories. Bon, je vais pas rentrer dans les détails ici. Mais du coup, c'était plus simple pour moi de la contacter, d'écrire en tant que chef de cabinet, lui dire écoutez, voilà, on avait travaillé à temps, je sais alors. C'est bien aussi de brosser dans le sens du poil. On connaît l'attachement, bien sûr, de Madame la Ministre aux libertés informatiques. On se rappelle de son très bon rapport, etc. Ça, voilà, c'est de la courtoisie, on va dire, ça fait partie du jeu. Mais ça facilite beaucoup ma prise de contact, forcément. Donc, c'est aussi l'intérêt de soigner, c'est que parfois, on a aussi ce genre de situation. Alors, est-ce qu'il faut forcément... moi, j'ai la chance, voilà, c'est mon travail, donc je fais ça 35 heures par semaine, un peu moins parce que j'ai d'autres tâches à l'April, mais voilà, ça me permet aussi d'avoir beaucoup de temps dégagé pour ça. Mais est-ce qu'il y a besoin de le faire à temps plein? J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire yes, knukan. Tout le monde peut, en fait. Alors, il ne s'agit pas de suivre l'ensemble des députés, tous les débats, etc. Mais on peut contacter, alors s'il y a un appel à mobilisation, par exemple, on peut contacter son celui ou celle de sa circonscription, celui ou celle avec qui on peut avoir des affinités politiques.
Et simplement le contact, il n'y a pas besoin de faire un argumentaire avec une expertise juridique forte, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, mais simplement de montrer qu'il y a un intérêt public pour le sujet, de montrer qu'il y a une présence, qu'il y a une volonté, ça peut générer. Alors, un autre sujet, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, si des questions viennent sur le sujet, j'y répondrai avec plaisir. Nous, on a une action sur les logiciels libres de caisse, parce qu'ils sont aussi menacés par un changement de réglementation. Et donc, en début d'année, il y a eu une première situation, on va dire, on a pu un peu se mobiliser. Moi, j'avais contacté beaucoup de députés, et puis en fait, il y a un membre de notre liste, on a une liste de discussion qui discute de ce sujet. Il y a une personne de cette liste qui a contacté de son côté un député, qui lui a répondu, c'est un député que j'avais également contacté, mais qui lui a répondu. La différence que je vois, c'est que moi, j'ai une vision un peu plus large. La personne qui l'a contacté, c'était son métier, son expertise aussi, et je pense qu'il a pu avoir un discours peut-être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que moi. Et donc, lui, il a eu le contact. Donc après, il a fait la mise en relation. Moi, j'ai pu remonter de l'information. Donc aussi, voilà, moi, j'ai ce travail. Mais l'appui des bénévoles fonctionne. Et puis parfois, voilà, des personnes dont c'est pas le métier peuvent avoir des contacts et être identifiées comme des points relais sur les sujets du logiciel libre. Alors, une fois qu'on a capturé l'attention d'un député, comment les amener à agir et quelles actions on peut espérer conduire avec elles et eux? Alors, il s'agit déjà de savoir. Alors, on sait beaucoup que les députés ont deux actions, deux prérogatives en particulier. Ils votent les lois, ça c'est le plus connu, mais quelque chose qui est non moins important, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, ils ont certaines actions, certaines prérogatives qui leur permettent de contrôler l'action gouvernementale. Je mentionnais par exemple les questions au gouvernement. Alors, il y a les questions orales, c'est parfois celles qu'on voit diffusées sur certains sujets, et puis les questions écrites beaucoup plus nombreuses, et qui sont des outils très intéressants. Alors déjà, quand des députés... Il y a quelques années, voilà, je trouve que c'est un exemple assez emblématique, il y avait une députée verte, Isabelle Attard, qui était une vraie libriste, et qui posait des questions sur les dépenses logicielles libres par ministère, donc elle faisait beaucoup de questions écrites. Donc, le gouvernement est tenu de répondre aux questions écrites, même si parfois il prend son temps. Mais ça donnait aussi des métriques et une meilleure visibilité donc, sur un état des lieux. Donc, c'est un outil qui est intéressant pour ça. Et puis, parfois, ça permet aussi de générer une autre action derrière, ce qu'on appelle les demandes CADA. Alors, ça, c'est pas les députés qui vont le faire, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est une demande CADA? Je vois 3-4 oui. Bon, je vais quand même CADA, ça veut dire Commission d'accès aux documents administratifs. En gros, on a le droit en France, tout citoyen, toute citoyenne a le droit de demander communication d'un document administratif. Il y aura quelques exceptions basées sur la sécurité, s'il y a des données personnelles dedans, etc. Mais théoriquement, on peut obtenir communication de tout document administratif. Et depuis 2016, donc, la loi République numérique, les codes sources sont considérés comme des documents administratifs dont on peut obtenir communication, ce qui veut dire aussi qu'ils sont théoriquement obligés de les publier sous licence libre, et il y a une liste de licences spécifiques sous lesquelles elles doivent être publiées. Donc c'est quelque chose d'important, et donc une demande CADA, c'est on demande communication, et en général, le schéma classique, même si c'est pas à chaque fois, c'est on fait la demande, ils ont un mois pour répondre, ils ne répondent pas, on considère au bout d'un mois qu'il y a un refus tacite, et là on va saisir la commission qui doit trancher sur le fait est-ce qu'on est légitime, enfin est-ce que ce document nous est communicable, parce qu'on est toujours légitime, mais est-ce que le document nous est communicable? Ils ont théoriquement un mois pour nous répondre, mais ils ont des moyens assez faibles, me semble-t-il, par rapport à l'importance de la mission, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais ça peut produire des effets. Alors je peux vous donner un exemple à nouveau. Alors il y a un député qui s'appelle Philippe Latombe, que certains et certaines connaissent peut-être, parce que c'est vrai qu'il était déjà intervenu dans un capitole du livre. Alors c'est un député qui a une action, alors je vous une petite parenthèse, qui a soutenu notamment dans un rapport parlementaire le besoin une priorité au logiciel libre, tout simplement. Il disait que le logiciel libre devait être le choix par défaut et que l'utilisation d'autres choses que du logiciel libre devait être dûment justifiée. Donc c'est une priorité au logiciel libre, donc ça c'est très bien. C'est vrai que d'autres, et on peut lui reprocher par ailleurs, je sais que je me vois dans ses critiques, il a des positions qu'on peut regretter sur la vidéosurveillance notamment, mais c'est aussi, je le dis, parce qu'on ne cherche pas le but d'en contacter et le but d'avoir aussi de bonnes relations, et c'est pas de devenir ami, c'est d'avoir des relais d'action pour avancer pour le logiciel libre. Et c'est pas grave, effectivement, il faut faire la part des choses de ce point de vue-là. Bref, ce député a interrogé le ministère du Travail parce qu'ils avaient bénéficié, ce ministère du Travail a bénéficié d'une dérogation à une circulaire pour pouvoir utiliser
Office 365, qui est la version en ligne de leur outil de bureautique. Donc il y a eu une réponse du gouvernement qui évoquait une étude qui aurait été menée pour justifier ce choix. Bon, on dit ok, très bien. Demande CADA pour obtenir ces études. Alors il y a eu 2 allers-retours, ce qui prouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'études. Et là, ça nous permet d'insister, de mettre le doigt et puis de montrer, nous, c'est notre objectif, de mettre en lumière les enjeux de dépendance, la nécessité d'une stratégie politique qui soit coordonnée, globale, et qui est une vraie stratégie politique. Là où notre vision pour le moment, c'est que c'est quand même fait un petit peu au fil de l'eau et au gré des vents, quoi. Et que sans stratégie politique, on aura du mal à avancer étant donné les niveaux, les rapports de force sur le sujet. Alors bien sûr, l'approche stratégique sera différente, notamment sur les questions de gouvernement, si c'est un élu de la majorité ou un élu de l'opposition. La majorité aura peut-être des meilleures réponses, mais on sera peut-être moins enclin à aller titiller le gouvernement. Donc en fonction de nos demandes et ce qu'on veut obtenir, on va peut-être contacter et solliciter un député plutôt de l'opposition ou de la majorité. Une autre action très importante, donc ils peuvent faire des missions parlementaires et ils peuvent aussi conduire des commissions d'enquête. Alors il y en a eu des connues récemment sur le Covid, à une époque, maintenant c'est vrai que ça parlait loin avec, j'ai oublié son nom là, le garde du corps d'Emmanuel Macron, qui faisait du catch avec bref. Donc voilà, donc c'est vraiment, et ça, la commission d'enquête, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des commissions très importantes parce que on est tenu d'aller s'y présenter, sauf si on est milliardaire peut-être, visiblement, mais en tout cas on est tenu de s'y présenter et on s'exprime, on prête serment, c'est-à-dire que théoriquement, alors bon, on les fait, voilà, mais théoriquement on peut être condamné si on a menti devant une commission d'enquête. Donc ce n'est pas rien, et il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir de là. Nous, voilà, donc j'avais parlé de Joëlle Garrigue-Madeleine, cette sénatrice bleue. Nous, avec elle, on avait essayé, et elle avait porté une proposition pour une commission d'enquête sur ce qui s'était passé au ministère de la Défense avec Microsoft, comment ce contrat avait été conclu. Alors c'est compliqué de l'obtenir parce qu'en gros, les groupes politiques peuvent en avoir, je crois, une par session, donc ils vont choisir, il y a un arbitrage sur le thème qu'ils vont vouloir défendre. Mais en tout cas, que cette proposition ait existé nous a permis aussi de faire vivre le sujet. Donc voilà pour le contrôle parlementaire, contrôle de l'action plutôt gouvernementale, mais bien sûr l'action reine c'est ce qui se passe dans l'arène législative. Alors si je vous parle de navette parlementaire, est-ce qu'il y a des personnes dont la notion est familière? Je vois quelques hochements de tête. Moi, je vais rappeler en gros le parcours classique d'une loi, c'est dans une chambre puis l'autre, et si on regarde au niveau du détail, si ça commence par l'Assemblée, ça va aller dans une commission, il y en a plusieurs sur différentes thématiques. Souvent c'est la commission des lois quand ça touche au logiciel libre, mais ça peut être d'autres, au sujet numérique de manière générale. Donc au sein de la commission, il y aura un premier tour d'amendement. Donc un amendement, c'est une proposition de modification par rapport au texte proposé. Projet de loi, c'est un texte proposé par le gouvernement. Proposition de loi, c'est un texte proposé par un ou une députée. Et donc voilà, commission, après la séance publique, là ce qu'on voit plus habituellement. Ensuite, ça va partir dans l'autre chambre, Sénat, rebelote, commission, séance publique. Théoriquement, ça doit faire des allers-retours avec dernier mot à l'Assemblée. Dans les faits, ça fait quelques années, on a beaucoup de projets de loi. Beaucoup de projets de loi, il y a ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est-à-dire qu'il y a une lecture par chambre, donc ça ne fait pas des allers-retours comme ça. Et c'est devenu la norme. Et ça se finit par la commission mixte paritaire, où c'est 7 membres de chacune des chambres parlementaires qui se réunissent à huis clos, parce que vive la démocratie, pour trancher sur les points en litige. Alors, je sais pas. Alors, je vais évoquer un rôle clé qui est celui du rapporteur. Le rapporteur, c'est le député ou la députée qui va conduire les travaux sur un projet de loi particulier. Je vous parlais du contrôle parental. Alors, je l'évoque là, le rapporteur. Parce que ça a été décidé finalement, il y a eu c'était un des points en litige, l'inscription de cette notion de l'exclusion des ordinateurs nus sans système d'exploitation a été décidée en commission mixte paritaire, et c'était le rapporteur, parce qu'on avait réussi à obtenir le contact du rapporteur, et qui nous avait répondu « je défendrai cette position », et donc c'est lui qui a défendu en commission mixte paritaire l'inscription de ce principe. Et en général, si le rapporteur défend, quand même, ça augmente significativement les chances que ce soit adopté. Je garde un œil sur l'heure. Donc,
Bah, voilà, dans ce jeu de l'arène législative, voilà, vous avez bien compris, c'est l'amendement et la capacité à aller proposer des amendements qui est le nerf de la guerre. Et nous, souvent, bah, voilà, si on voit qu'il y a une opportunité de défendre, par exemple, la priorité au logiciel libre, on va aller vers les députés en leur proposant, donc on leur écrit une proposition d'amendement déjà faite avec des arguments. Alors c'est normal qu'ils reprennent, hein, parce qu'ils ont tous... le problème, c'est la transparence. On publie, on dit, voilà, on a proposé ça, tel député l'a repris. Le problème, c'est pas tant qu'ils reprennent des propositions, c'est plutôt qu'ils ne disent pas forcément d'où ça vient. Pour moi, le problème est vraiment là. Donc là, c'est la vigilance, c'est d'essayer de proposer, si on veut que ce soit repris, d'essayer d'être aussi juridiquement carré que possible. Et ça, effectivement, ça demande un petit peu de connaissance du jeu, mais voilà, c'est une écriture comme du code informatique, il faut l'écrire correctement, bien mettre la virgule, parce que ça peut changer le sens. Voilà pour les amendements. Et il y a la notion de niche parlementaire, et c'est là, en gros, chaque groupe, je vous parlais de ces groupes, chaque groupe a la possibilité sur 2-3 jours de faire des propositions de loi et d'imposer, de faire en sorte que des propositions de loi soient débattues. Parce que vous imaginez bien, la maîtrise de l'ordre du jour est un enjeu assez crucial, parce que faire des propositions, si elles ne sont pas débattues, pas votées, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Et nous, rien que d'avoir un débat, c'est déjà un pas extrêmement intéressant, parce que ça permet de clarifier aussi des positions, ça oblige le gouvernement à prendre position sur un sujet, parce qu'il va se prononcer ou pas sur un amendement à défendre, et ça permet, voilà, sur le long terme, d'avancer pour le logiciel libre. Ce que je peux dire... Bon, bien sûr, là, je vous ai dit, on adapte l'argument au type de député qu'on cherche à convaincre, et puis on l'adapte aussi au contexte politique. Voilà, en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Et ben, du coup, on parle de souveraineté numérique. C'est l'argument sur lequel on va s'appuyer pour tourner nos arguments, justement. Alors, le contexte aussi, il a fait, par exemple, maintenant, ça a pas mal évolué. Il y a une prise en compte, quand même, une meilleure prise en compte du logiciel libre, une meilleure connaissance du logiciel libre dans, on va dire, globalement, l'appareil politique. Alors, c'est loin d'être suffisant selon nous, parce qu'on est très exigeant, mais il n'y a beaucoup moins besoin de convaincre du sérieux du logiciel libre. C'est vrai qu'une dizaine d'années, le logiciel libre, c'était encore vu comme un truc de geek fait dans un garage, pas du tout accessible à tout le monde. Maintenant, voilà, c'est quand même reconnu comme étant... on a réussi un peu à battre en brèche cette vision fausse. En tout cas, le logiciel libre ayant aussi évolué en termes d'ergonomie, d'accessibilité et des besoins couverts, des usages couverts. Voilà, donc il n'y a plus besoin. Par contre, voilà, la liberté d'entreprendre est souvent un obstacle, c'est-à-dire c'est super le logiciel libre, mais on ne veut pas obliger parce que liberté d'entreprendre, ça c'est vrai que c'est un argument un peu massu qui parfois nous tombe dessus, qui n'est pas forcément évident de contrer, mais voilà, on essaye de le faire. Et je vous propose, pour illustrer mon propos, de vous diffuser un petit extrait d'intervention d'un débat parlementaire, justement. Alors, je vous parlais de l'amendement. Alors, attendez, je vais poser mon micro. Je vous parlais de cet amendement proposé par des Verts pour défendre le fait que les systèmes de vérification d'âge soient diffusés dans un format ouvert et librement réutilisable. Donc, je vous propose de voir la discussion autour de cet amendement pour vous montrer de manière plus concrète comment ça se passe. Alors, ça peut se passer au milieu de la nuit. Là, je crois que celui-ci était assez tard dans la nuit, donc ça va peut-être jouer aussi là où ça joue, et ça, on n'y peut rien. C'est que c'est sûr qu'ils ont quelqu'un a plus d'énergie, là, on ne peut pas leur reprocher. À 16h, on est un peu plus dynamique, on a un peu plus la pêche. Quand l'amendement est étudié à 1h du matin, voilà, c'est pas forcément la même donne, et j'interromprai de temps en temps pour vous préciser, vous apporter quelques compléments d'information. Alors, amendement identique, ça c'est souvent parce que ça peut arriver, plusieurs amendements, comme le nom l'indique, sont déposés. Ceux-là, on va avoir des amendements similaires, presque copier-coller, mais c'est parce que plusieurs groupes ont décidé de se positionner. Et l'avantage de poser un amendement, c'est que ça ouvre un droit de parole pour défendre la position. Donc, la présidente de séance, Caroline Fiat, depuis députée. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Vous prévoyez d'utiliser un logiciel pour contrôler les cartes d'identité des Français. La moindre des choses, c'est que l'on puisse accéder au mécanisme et au fonctionnement de ce logiciel. Si vous voulez continuer dans cette logique, vous devez au moins vous conformer à un minimum d'exigence.
Nous devons savoir comment se construit ce logiciel, comment les données sont stockées, par qui il est réalisé et quels sont chacun de ces mécanismes. Vous ne pouvez pas créer un mécanisme de contrôle d'identité, une police numérique finalement, sans nous en expliquer son fonctionnement. Par ailleurs, les données open source pour logiciels comme tels ne présentent aucun risque d'espionnage stratégique, de données sensibles ou de propriété intellectuelle au vu de la banalité du processus technique. Il n'y a donc aucune raison valable de cacher les procédés utilisés qui, je le rappelle, vont contrôler les pièces d'identité des citoyens, ce qui est quand même très rare sur Internet. Ce procédé inédit doit être accessible à tout moment et par tous les citoyens. Dans le numérique comme dans le réel, nous avons des obligations quand nous imposons des limitations aux libertés. Nous ne pouvons nous soustraire à la justification. Le meilleur moyen pour éviter les abus, pour éviter les mécanismes oppressifs, c'est la transparence. Alors je voulais, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que parfois j'avais déjà entendu quelqu'un en projetant une liste des notes. En fait, parfois, c'est pas forcément cette députée qui a l'initiative du truc, mais elle va aussi porter la voix de son groupe. Il y a peut-être quelqu'un, collaboratrice par exemple, qui a une expertise poussée sur le sujet, qui va lui préparer ses notes, parce que voilà, comme je dis, c'est un travail d'équipe, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis alors nous, voilà, on entend open source, etc. Mais c'est bien aussi, il se réapproprie le sujet. Donc voilà la première intervention. Merci. L'amendement numéro 379, M. Poulain. Si, Madame la Présidente. Alors ça aussi, je voulais évoquer, mais ça aussi, ça reproche qu'on entend, l'hémicycle est effectivement assez vide. Et en fait, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt. Les députés étudient beaucoup de sujets différents. En gros, ils se répartissent le travail au sein d'un groupe. Tiens, toi, tu vas défendre ça, moi, je vais défendre ça. Et en général, ils sont attentifs au rapport de force en place pendant le débat. S'ils veulent surtout défendre s'ils veulent essayer de faire passer, ils vont voir qu'en face, il n'y a pas assez, ils sont moins nombreux, peut-être qu'on va essayer de faire venir des gens. Alors ça marche moins qu'avant, mais il y a une époque, il y avait des stratégies comme ça où des députés étaient appelés un petit peu par SMS, ils attendaient derrière le rideau, ils rentraient pendant une séance, et ça pouvait arriver que des amendements passent un peu par surprise comme ça, par ce jeu de rapport de force. Mais c'est, en fait, en termes de travail, de volume de travail et de fonctionnement des débats et des votes, c'est pas du tout surprenant que sur différents projets de loi, il puisse y avoir moins de monde. Tous les députés n'ont pas besoin d'être présents, ils sont peut-être en train de siéger ailleurs à ce moment-là. C'est pas forcément. Il y a des députés qui bossent pas, hein, mais ce n'est pas un signe d'absence de travail ou de mauvaise considération de l'enjeu. Enfin, je trouve que c'est un faux sujet quelque part. Oui, donc en appui de l'amendement de ma collègue Pasquini, il y a de toute façon un enjeu à avoir un système ouvert, réutilisable, dont on puisse connaître le code en quelque sorte, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet d'augmenter, d'assurer en quelque sorte la confiance du public dans le système qui lui est soumis. Il n'y a pas, comme le disait ma collègue, d'enjeu stratégique, il n'y a pas de secret des affaires, celui que vous défendez si chèrement habituellement, il n'y est pas. En revanche, il y a aussi, malgré tout, un enjeu stratégique en termes commerciaux, puisque ça permet aussi la cession de sites ou de marques avec, en même temps, l'ensemble des dispositifs d'évaluation de la majorité, puisqu'il s'agit bien de cela aujourd'hui, qui l'accompagnent. Et ça permet d'éviter que les grandes entreprises du net puissent se doter de systèmes propriétaires qui leur appartiennent et qui fassent partie ensuite des enjeux commerciaux qu'il pourrait y avoir. Et ça laisse ouvert la porte au jeu de pouce que vous voulez défendre, de manière à ce qu'ils puissent s'inclure dans ces marchés sans avoir cette contrainte de devoir se conformer à des standards qui auraient été trop sophistiqués ou trop bouclés. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Voilà, c'est souvent comme ça. Il y a la défense des amendements. Ensuite, la rapporteure ou le rapporteur va s'exprimer pour donner l'avis, un petit peu, voilà, son avis, qui en général indique, notamment aux membres de la majorité, plutôt vers quoi il faut voter. Alors, je pense que vous n'êtes pas prêt à l'argument qui va être employé. Merci Madame la Présidente, Monsieur et Madame la députée. Alors, ce que vous proposez est possible, c'est souhaitable, mais on ne souhaite pas faire en sorte qu'il y ait d'obligation. C'est souhaitable, mais on ne souhaite pas le faire. Voilà. Parce qu'on a bien d'un côté le référentiel, qui sera public, ouvert, où on sera parfaitement informé tous les ans dans le cadre du rapport de l'ARCOM. Mais là, ce que vous nous demandez, c'est d'aller un peu plus loin. Ça revient à obliger des entreprises privées qui font ces logiciels de les laisser ouverts à tous. Ça me semble légèrement, enfin même clairement disproportionné, puisque c'est là un produit qu'ils commercialisent, mais pour autant, s'ils sont choisis par les éditeurs de sites
pornographiques, eh bien, cela veut dire qu'ils sont conformes au référentiel fait par l'ARCOM, une autorité administrative indépendante. Donc c'est défavorable. En gros, s'il faut synthétiser, c'est super le logiciel libre, donc c'est ce qu'il faudrait faire, mais on va laisser faire la main visible du marché, la liberté d'entreprendre, et si c'est bien, ils le feront. Donc, absence totale en fait de vision politique du sujet, ça c'est vraiment en contexte, ça n'a pas encore évolué, mais c'est aussi contre ça qu'on essaie d'argumenter. Merci, monsieur le ministre. Donc ça c'est la suite, le rapporteur a exprimé, ensuite c'est le tour du ministre qui va représenter le gouvernement sur ce sujet. Il peut soit prendre la parole, il peut dire même avis, ça veut dire je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, ou sagesse, qui est une manière de dire je n'ai pas d'avis sur ce sujet, je ne donne pas d'indication de vote en somme. Même avis. Madame Amiot. Alors je regarde l'heure. Oui, merci. Je vais me permettre, c'est intéressant, donc c'est une nouvelle défense. Alors ça c'est intéressant aussi, parce que normalement on demande, les personnes qui ont posé un amendement peuvent le défendre, ça fait partie du jeu. Et après, on peut demander à une intervention supplémentaire au nom de son groupe. Par contre, c'est un temps qui va être déduit. Il y a un total de temps qu'on peut utiliser. Alors, en plus, ça a évolué, etc. Il y a un total de temps que les groupes parlementaires qui l'auraient alloué sur un projet de loi ou pendant des débats. Donc, elle a choisi d'utiliser un peu de ce temps sur ce sujet. Donc, ça montre aussi, c'est intéressant en termes d'engagement et de vision sur le sujet. Ça veut dire pour ces personnes-là, en tout cas, il y a un choix de s'engager sur ce sujet. Madame la Présidente, concrètement, le fait que les logiciels ne soient pas en open source, ne soient pas disponibles, ne permettra pas de s'assurer qu'il n'y ait pas des dérives qu'on ait connues, dérives bien involontaires, mais qu'on a déjà connues dans ce système de traitement des données, notamment aux États-Unis, où on s'est rendu compte que le logiciel avait intégré des données qui s'avéraient racistes. Tout simplement parce que le contexte dans lequel on avait entraîné l'intelligence artificielle faisait que c'était majoritairement des personnes de couleur qui étaient ciblées sur les différentes actions. C'était effectivement totalement involontaire de la part des programmeurs. Pour autant, c'est quelque chose qui a réellement vu le jour. Un logiciel qui s'est avéré raciste parce qu'il discriminait les gens par leur couleur de peau. En l'occurrence, le fait d'avoir un accès en open source permet éventuellement d'aller s'assurer, voire de rectifier ou d'alerter lorsqu'on se rend compte qu'il y a une difficulté de ce type. Là, en l'occurrence, si on est à l'aveugle totalement, peut-être, et je ne sais pas encore ce qui est réellement convenu vis-à-vis de la CNIL et de l'ARCOM, c'est-à-dire est-ce que effectivement les entreprises qui vont être sollicitées vont fournir à l'ARCOM leur data pour aller vérifier que les solutions logicielles sont absolument parfaites, ça on n'en sait rien. Pour autant, est-ce que la population, à un moment donné, pourra se saisir de ces logiciels et de comment ils fonctionnent et de s'assurer qu'effectivement ils sont parfaitement respectueux de nos droits et de nos lois. Ça me paraît primordial, d'autant plus qu'on le sait maintenant avec l'expérience que certaines choses ne se révèlent qu'avec le temps, justement par l'entraînement de la machine. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur général. Alors, il y a ça encore, et ça on le voit beaucoup avec pendant le projet de loi de finances. Alors, je ne vais pas l'évoquer, mais je peux essayer de répondre à la question. C'est un niveau de complexité encore supérieur. Les projets de loi de finances, c'est très particulier. En gros, sur certains projets de loi, il va y avoir des thématiques, donc des rapporteurs par titre ou par thématique, et puis il y a le rapporteur général qui chapeaute le tout. Alors là, c'est Paul Midi, qui est un peu connu, notamment par la Quadrature du Net. Je ne vais pas m'étendre sur son sujet, mais en gros, il va encore réexpliciter cette notion d'importance sacro-sainte de la Madame la Présidente. Non, mais pour continuer la discussion sur cet amendement, deux points. C'est vrai que les pratiques d'open source sont des bonnes pratiques, et généralement qu'on aime bien. Et on espère bien que parmi la panoplie de solutions qui seront développées sur ces sujets, sur ces outils de vérification de l'âge, il y en aura qui sont en open source. Ce qu'a dit Madame la rapporteure, c'est qu'on ne veut pas le forcer pour limiter le nombre de solutions. Par contre, donner le choix aux concitoyens de choisir entre plusieurs solutions. C'est identique sur votre amendement. Merci Monsieur le rapporteur général. Je mets
L'amendement 74 identique aux voix de l'avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, en général, ça va très vite, on sait tout de suite. Alors, quand il y a ce petit suspense qui se met en place, quand on regarde en direct, c'est vrai que ça met un peu de piment. Mais... on se dit, ah, c'est vrai que c'est... Le scrutin public, c'est la présidente du président qui dit voilà, vous appuyez sur le bouton, comme ça. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 44, exprimé 37, majorité 19, pour 12 contre 25, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Voilà, donc ça c'était une illustration de comment peut se dérouler un débat, la discussion autour d'un amendement. Et donc j'en ai fini cette présentation, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur l'envers du décor du travail parlementaire. Je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Avant que j'oublie, merci à l'organisation pour la conférence et globalement, voilà, merci beaucoup à vous. Il y avait une question. Est-ce que ça vous arrive de les rencontrer en vrai, ces députés? Est-ce que ça m'arrive de rencontrer en vrai ces députés? Away from the keyboard, loin du clavier? Oui, alors c'est relativement rare, bien sûr. Hein, la plupart des échanges se font par courriel. C'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Ça m'arrive de les rencontrer. J'ai déjà fait... j'ai dû être auditionné 4 fois au nom de l'April. Donc là, forcément, je me déplace... je vais les rencontrer. Alors pendant le Covid, ça j'en ai pas fait, mais il y avait des auditions à distance, mais en général c'est quand même plus intéressant d'être sur place. Le député, d'ailleurs c'était Jean-François Coulob qu'on a rencontré, donc en fait on allait le rencontrer dans son bureau pour échanger avec lui sur... voilà, donc j'en ai rencontré en vrai, c'est plutôt rare. La majorité des échanges se font par courriel, parfois par téléphone avec un collaborateur ou une collaboratrice, et puis plus rarement, mais ça peut arriver qu'on se rencontre. Et c'est vrai que du coup la qualité de l'échange n'est pas la même. Alors, je vois 2 questions. Je vous ai dit. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, alors notamment parce que là, la ministre a déjà des liens avec vous, est-ce qu'il y aurait un intérêt aussi à continuer avec les députés et les sénateurs, mais aussi attaquer les ministres, enfin, en tout cas, le ministre chargé du numérique? Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à contacter directement les ministres? C'est ce qu'on fait en général. Là, alors, je vous ai parlé de logiciel de caisse, je ne sais plus si j'en ai parlé. Bon, c'est un... Voilà. Alors, donc là, j'ai contacté, parce qu'il y a cette opportunité. On écrit au cabinet en général. Donc là, par exemple, trouver l'adresse des cabinets, c'est pas si simple, mais bon, on a la chance. En général, il y a une nomenclature qui est relativement, c'est prénom, point, nom, l'adresse. L'adresse des députés est très facile à trouver, les cabinets moins. Et là, on écrit au cabinet, au moins pour les informer, leur apporter. C'est plus difficile parce qu'ils sont de fait beaucoup plus sollicités. Et puis voilà. Mais oui, j'essaie en général, dans la mesure du possible, de contacter également les cabinets. Et là, par exemple, j'ai contacté sur le sujet que j'évoquais, le cabinet, la chef du cabinet de Madame Le Hénanf, la nouvelle ministre. J'ai eu accusé de réception. Donc c'est plutôt rare ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura une suite, mais au moins, je sais que mon courriel a été lu. Question? Moi, c'est sur les demandes de CADA. Il faut savoir si j'ai compris que c'était complexe d'avoir la réponse, d'avoir quelque chose. Est-ce que c'est complexe de faire la demande ou pas? Non, et merci. Alors, est-ce que c'est complexe de faire une demande CADA? Non, il n'y a pas. Et merci de ces questions, parce que j'avais oublié d'évoquer des amis, donc je vais le faire maintenant. Non, il n'y a pas d'obligation de forme. On peut écrire vraiment, on pourrait écrire sur un post-it et l'envoyer par la lettre que ce serait valable. Courriel, c'est valable. Non, il n'y a pas de forme particulière. L'exigence, c'est un peu la difficulté du jeu, il faut que le document ou la demande soit précise. On peut pas dire un truc très bateau. Je sais pas moi. J'ai de mauvais exemples qui me viennent. J'allais dire toutes les notes de frais. Voilà, faut parler de notes de frais. Il faut pas dire combien vous avez dépensé en rond-point. Rien. Il faut demander spécifiquement des documents, donc les notes de frais, les marchés cadres, etc. Donc il faut trouver ces noms-là. Et ce qui me permet, et merci donc de mentionner une association qui s'appelle Madada, M-A-D-A-D-A, qui est une association qui se mobilise pour défendre ce droit accès et qui ont mis en place un site avec justement des formulaires simplifiés et une aide pour formuler ces demandes et une aide pour suivi. Donc c'est une très belle association qui fait un boulot important et donc on les remercie de le faire. Et donc si vous êtes intéressé, il y a plein de demandes qu'on peut faire aussi au niveau local, parce que les mairies notamment sont tenues aussi de pouvoir fournir les documents administratifs et Madada est un très bon outil pour ça.
Je crois qu'il y avait une autre question devant, ouais. Oui, je reviens sur les filets dérivants pour mieux savoir leur usage. Ah. Est-ce qu'on a moyen de savoir leur usage du logiciel libre pour faire leur appétence pour le défendre? Et notamment, une question corollaire, est-ce que l'Assemblée nationale met à leur disposition de l'outillage qui est déclaré libre? Alors, quels sont les usages? Est-ce qu'on sait les usages de chaque député et est-ce que l'Assemblée met à disposition? Alors, on ne sait pas trop les usages. On sait, alors, quand on a rencontré Jean-François Coulombe, on a su qu'il, non seulement, alors je ne sais plus quelle distribution il avait, non seulement il avait une distribution libre sur son ordinateur, mais il la maintenait lui-même. C'est une exception, du coup. Et en gros, il faut réfléchir, les députés et leur équipe, c'est des petites PME à chaque fois. Donc en général, ils ont... Et l'Assemblée propose des solutions, ils vont choisir un peu ce qui les arrange. Souvent, ça va être le Mac ou le Windows, parce que c'est de ça dont ils ont l'habitude. Je crois qu'il y avait une opération, et alors c'est toute la difficulté, ils avaient tenté il y a quelques années, mais c'était avant que j'arrive à l'April, de vraiment presque imposer, peut-être pas imposer, mais la DSI de l'Assemblée, de vraiment pousser pour un truc logiciel libre, mais ça avait été mal pensé. Et du coup, alors c'est toute la difficulté, un changement mal pensé en termes d'accompagnement, ça a donné une image négative du logiciel libre et ça a plus peut-être fait de mal que de bien. C'est difficile de savoir ce qu'ils utilisent, parce qu'ils utilisent finalement l'IL ou utilisent ce qu'ils veulent au sein de leur équipe. Et il y a une DSI, je pense, qui peut aider, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit forcément plus libriste que ça, la DSI. Notamment, ce député préfère se débrouiller tout seul que de passer par l'usage. Mais je ne sais pas, c'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse plus précise à donner. Alors, je vois deux questions. Dernière question. Il y en a deux qui se sont levés la main en même temps. J'essaie de répondre. Merci beaucoup. Alors, d'abord derrière, ensuite devant. Quelle est la proportion de vos interlocuteurs ou rencontrés qui ont vraiment une notion assez approfondie des enjeux du logiciel libre? Et est-ce qu'il y a des variations aussi en termes justement de parlementaires, de voix politiques, etc. Alors, la proportion de mes contacts qui ont une compréhension fine des enjeux du logiciel libre, qui déjà comprennent. Ok. Et l'autre question, je vais voir si je peux les lier. Ouais. On peut, oui, on peut dire. Sous quelle forme? Est-ce que c'est complètement informel ou est-ce que vous devez déclarer tout ça D'accord. Donc ça, je vais commencer par celle-ci, parce que ça va aller assez vite. Il y a eu, je crois que ça date de 2017, c'est une des promesses de campagne même. Il y a une HATVP, Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Donc on se déclare dessus. Autant vous dire que c'est léger au niveau de déclaration. Nous, on se déclare. Bon, de toute façon, sur notre site, on publie tout les amendements qu'on propose, les contacts qu'on a pu avoir. C'est le niveau. Donc voilà, sur ce site-là, on précise les sommes qu'on a et qu'on investit. Voilà, le fait qu'on a 2 postes. Moi, je suis salarié et mon collègue Kouchek, qui est délégué général, consacre un peu de temps salarié aussi dessus. Voilà, c'est un peu les informations minimes. On doit juste dire le type de personnes qu'on a rencontrées, le type de contact qu'on a eu. Ça ne dit pas beaucoup. Mais bon, on a cette obligation qui n'existait pas avant. Et la proportion, ça aussi, ça va être difficile. Je pense que globalement, on a une montée en niveau. Maintenant, il y a quelques députés. Alors, je parlais de Philippe Laton, par exemple, ou Éric Botorel, qui sont des noms qu'on cite souvent, mais même au sein des Verts et LFI, il y a quelques libristes aussi. Il y a quelques députés qui ont une connaissance quand même assez fine, alors parfois avec des biais différents, plus économiques, plus liberté, on va dire, liberté, mais il y a quelques députés qui vont avoir une connaissance fine. D'autres, moi quand je parlais voilà, quand quelqu'un avait repris, quand j'avais fait une technique au chalut, etc., lui, il avait quelques connaissances de l'informatique comme business, il connaissait pas plus que ça, mais ça lui a parlé d'un truc d'usage personnel parce que sa tablette s'était bloquée, ou quelque chose comme ça, j'ai plus de détails. Et finalement, on a échangé par téléphone, je crois. Et donc, il a un petit peu amélioré, ça lui a un peu appris. Alors après, quand il a repris, j'ai senti que c'était pas tout à fait la même approche. Voilà, globalement, il y a une meilleure prise en compte, mais ça reste... Et c'est aussi un aspect, c'est-à-dire qu'au sein, et je me dépêche de finir, au sein de l'Assemblée, souvent les députés, pour leur spécialité. Donc, je sais que dans les groupes, voilà, il y a celles et ceux qui vont s'occuper des sujets numériques, celles et ceux qui vont s'occuper du sujet, je sais pas moi, des violences faites aux femmes, des sujets environnementaux, etc. Il y a quelques spécialités, et donc quand on va sur les sujets numériques, quand on arrive à contacter, parfois on arrive quand même, il y a un minimum de connaissances qui fait qu'ils ne connaissent pas forcément le logiciel libre, mais on arrive à le rendre accessible parce qu'ils connaissent un petit peu quand même le fonctionnement de l'informatique. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais voilà. En tout cas, à nouveau, merci pour votre attention et bon suite du Capitaine.